Donc bonjour, nous sommes le 1er avril et donc par téléphone nous avons joint Fabienne Galère qui est biologiste de formation et qui vient de traduire il y a quelques mois Dédale et Icare, un petit ouvrage aux éditions Alia, et vous étiez à Besançon il y a quelques jours pour présenter ce livre, et donc je voulais vous demander justement comment était venue un petit peu cette idée de traduire ce livre et comment vous aviez découvert les deux textes que vous traduisez. Alors j'ai découvert ces deux textes et surtout pour commencer le premier, celui qui s'appelle Dédale et la science de l'avenir du biologiste Haldane, au cours de mes recherches en histoire des sciences, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai fait un petit peu de recherche, et je suis tombée dessus un peu par hasard et je l'ai lu avec beaucoup d'étonnement, parce que c'est un texte qui date de 1923 et qu'il a une portée, une longueur de vue qui est tout à fait extraordinaire. Et donc en lisant ça, ma première pensée, ça a été « Oh, c'est fascinant, je devrais faire lire ça à mon père, ça l'intéressera ». Et je me suis dépêchée d'essayer de trouver une traduction française. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de traduction française. Donc j'étais un peu contrariée. Et puis, un peu plus tard, je me suis rendu compte que ce texte finalement n'était pas tout seul et qu'il y avait une réponse du philosophe Bertrand Russell qui reprend certains des points de l'avenir tel qu'imaginé par Haldane, mais qui surtout souligne que la question des progrès techniques ne se pose pas. Il y aura des progrès techniques, mais la vraie question, c'est comment ces progrès techniques seront utilisés, et probablement pas, imagine-t-il, de la façon dont les scientifiques qui les auront inventés l'avaient imaginé. Et quand je me suis rendu compte que ces deux textes se répondaient et qu'aucun des deux n'était disponible en français, déjà leur disponibilité en anglais est un petit peu compliquée, je me suis dit qu'il y avait là un projet éditorial digne de ce nom. Et après avoir tergiversé, je me suis dit que finalement, étant donné de la nature un peu technique des textes, je n'étais pas la moins légitime pour essayer de me lancer dedans. Et j'ai donc entrepris, avec l'aide d'amis traducteurs à qui je pouvais éventuellement faire part de mes interrogations dans cette traduction. Et quand j'ai terminé, j'ai pris la décision de présenter ce projet éditorial aux éditions Alia. Parce que les éditions Alia ont vraiment une spécialité de mettre à jour des textes obscurs, des textes oubliés, mais toujours très stimulants, très, très intéressants, très surprenants. Et ce sont des éditions dont j'apprécie beaucoup la politique éditoriale. Et donc après m'être renseigné sur le paysage des publications et les collections susceptibles de pouvoir accueillir un texte qui est quand même un peu à la limite entre la fiction, la spéculation et l'essai, je me suis dit que j'allais d'abord demander aux éditions Alia, et puis que s'ils n'en voulaient pas, je me mettrais à faire des circulaires auprès de plein d'autres éditeurs, mais que mon éditeur de choix, c'était les éditions Alia. D'accord. Alors justement, vous l'avez dit, puisque c'est une collection, en tout cas un format qui a déjà publié un certain nombre de textes qui donne à réfléchir, et d'ailleurs là on retrouve une expression que le premier conférencier écrit lui-même, puisqu'il dit que sa conférence visait à faire réfléchir. Et ce que je voulais vous demander, c'était d'ailleurs on trouve aussi une pertinence par rapport au fait que Russell a déjà été édité dans cette même collection à deux occasions, pour Éloge de l'oisiveté et l'alphabet du bon citoyen. Mais donc pour vous, donc finalement, c'est quand même, on peut dire aussi un coup de chance, parce que on sait la difficulté de trouver un éditeur. Donc finalement, c'est votre première tentative qui a été positive. Mais et donc du coup, il y a une véritable pertinence. Et puis donc voilà aussi, voilà, je retrouve un petit peu dans mes notes. Là, il y a une collection particulière dans ce format bien singulier, qui est la suivante: Nouvelle dictature européenne et Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, vous l'avez déjà dit, mais c'est vraiment l'objectif de faire redécouvrir des textes oubliés et qui sont un petit peu à l'articulation de moments cruciaux dans l'histoire de l'humanité, quoi. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes ont été écrits donc au début des années 20, et ça peut paraître un peu surprenant de les retrouver dans la thématique Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, pas tant que ça, puisque ce sont des textes de prospective qui essayent d'imaginer l'avenir du siècle. Et Bertrand Russell lui-même
écrit dans son explication qu'à son avis, une unification au moins partielle du monde est inéluctable parce que la seule alternative, c'est la guerre totale. Dit qu'il y a donc plusieurs embryons donc, susceptibles de donner peut-être à terme une certaine unification. Donc il pensait à la Société des Nations, à l'international socialiste. Il disait mais bon, rien ne garantit que ça va se faire à court terme. Hein. Peut-être faudra-t-il une autre guerre mondiale supplémentaire pour convaincre le monde. Et malheureusement, il a eu raison, évidemment. D'accord. Alors maintenant, je voulais aussi peut-être vous demander un petit mot sur un sujet de réflexion que vous avez mené lors de vos études il y a quelques années, puisque vous avez conçu et réfléchi à la notion d'avatar de la vie artificielle. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer ce travail de master, puisque c'était un master 2 que vous avez conduit? Tout à fait. Donc, il s'agissait de réfléchir à la notion de vie artificielle, d'une part, en termes de philosophie des sciences, mais aussi de façon plus large, culturellement, comment est-ce que cette idée de vie artificielle a pu être envisagée comme un blasphème, comme quelque chose auquel on pouvait aspirer, comme quelque chose auquel on allait pouvoir arriver par des moyens physiques. Donc on a par exemple parlé de vie artificielle pour les automates de Vaucanson au XVIIIe siècle, qui donc évidemment sont purement mécaniques. Aujourd'hui, quand on fantasme sur la vie artificielle, ça se tournera plutôt vers la génétique ou la biologie de façon générale. Et tout ça pose évidemment la question de savoir, avant d'être artificielle, qu'est-ce que la vie? Et comme on a finalement des définitions variables, mais jamais tout à fait entièrement satisfaisantes, se pose la question encore plus difficile de savoir où mettre la limite de son artificialité. D'accord. Et puis donc peut-être maintenant un ultime mot sur justement, puisque c'est aussi l'idée de cette petite rubrique, lorsque nous rencontrons des auteurs, des artistes, donc un conseil de lecture d'un ouvrage qui n'a peut-être rien à voir d'ailleurs avec votre sujet de recherche, mais qui peut aussi en avoir un livre récent ou plus ancien, voilà, est-ce que vous aimeriez nous faire découvrir et que nous pourrions découvrir et pourrions recommander à nos lecteurs? Écoutez, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais j'ai personnellement découvert assez récemment et avec grand plaisir l'œuvre de Jasper Fforde, avec 2 S, qui est un auteur gallois, qui écrit des livres dans des mondes spéculatifs, enfin, on pourrait appeler ça de la science-fiction, parce qu'il y a guère de science dedans. Utopique ou... Et donc dans le monde qu'il imagine, en particulier, la littérature a un rôle extrêmement important. Par exemple, si on fait disparaître le manuscrit original d'une œuvre, cette œuvre disparaît du monde, dans toutes ses copies, tous les livres deviennent vierges, et donc on peut faire du terrorisme en kidnappant des manuscrits de Shakespeare, par exemple. Et ce sont des œuvres extrêmement réjouissantes, extrêmement intelligentes, mais qui restent cependant très accessibles. D'accord. Et elles sont traduites ou vous les avez lues en... J'en ai lu en anglais aussi, mais elles sont traduites, et pour commencer, je recommande l'affaire Jeanne R. Très bien. Parfait, écoutez, on va pouvoir tout de suite se précipiter sur ce titre-là. Et en tout cas, je vous remercie pour cette contribution spontanée à cette petite rubrique, donc la bibliothèque en vadrouille, qui est donc était d'une part, on peut dire à Besançon, puisque vous étiez il y a quelques jours pour cette rencontre, où nous n'avons pas pu nous rendre, mais donc c'est pour ça que nous avons souhaité vous contacter et vous avez gentiment accepté de nous accorder ce moment par téléphone, donc on vous remercie encore à nouveau. Voilà. Et si je peux rajouter un mot, les textes que j'ai présentés, donc Dédale et Icare, ont tout de même eu une influence, malgré leur aspect un peu oublié, sur l'histoire littéraire au sens très large, puisque c'est en s'appuyant sur ces conférences que l'ami de Haldane, Aldous Huxley, a écrit Le meilleur des mondes. Oui, bien sûr, c'était évidemment très utile de le rappeler, puisque c'est vrai que c'est une influence qui traverse aussi l'ouvrage, puisqu'il le cite au début du texte. Très bien, merci à vous, bonne continuation dans vos divers travaux et vos diverses activités. Merci.